Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Dans la série consacrée à l'an 5 de Macky Sall au pouvoir, focus ce soir sur les volets infrastructure et transport. De bons points sont notés avec un réseau routier presque doublé et Sénégal Demdik qui est en marche. Côté hydraulique aussi, les résultats sont visibles avec des forages ruraux. Ça et là, 700 milliards y sont investis. Dans l'ambiance des préparatifs du 4 avril, notre série s'intéresse au volet social des armées, Comico, Alpha, Daza, Mutuelle, des programmes pour le bien-être des soldats sous les drapeaux et ceux libérés. Nous parlerons aussi de ceux privés de liberté qui bénéficient des actions sociales des paramilitaires. Il s'agit de la réinsertion sociale des détenus par la formation. La formation est également l'atout des éléments du GMI pour maîtriser les foules. Dans la suite donc de notre série des métiers du bâtiment, fenêtre sur les commerciaux de l'immobilier. Ces agents, pour la plupart diplômés en marketing, sont donc en honneur donc dans la rubrique métiers de ce vendredi. Et puis nous avons également un invité dans ce journal. Il s'agit du directeur général de la RTP, M. Abdou Karim Sall. C'est pour aborder avec lui de la suppression des frais de roaming entre certains pays de la CEDEAO. Bonsoir monsieur. Bonsoir Moubalde. Merci d'être avec nous. On vous retrouvera au cours de ce journal justement pour parler de cette question. Mais avant cela, les lauréats du 17e concours d'agrégation décorés dans l'ordre national du Lion. Donc il s'agit des lauréats donc du CAMES en leur exprimant la reconnaissance de la nation. Le chef de l'État demande aux récipiendaires de contribuer à relever les défis en santé publique, notamment en facilitant l'accès équitable des population aux spécialités médicales les plus pointues. Les précisions de Oumar Nyinga. C'est la nation qui exprime sa reconnaissance à ses valeureux fils. Ils sont 38 lauréats accompagnés de leurs encadreurs. Avec brio, ils se sont distingués au 17e concours d'agrégation de médecine. Avec toute la solennité requise, ils reçoivent l'insigne du lion des mains du chef de l'État, grand maître de l'ordre. Cette reconnaissance de la nation est d'autant plus méritée que vous avez le grand mérite de pratiquer tout en enseignant la médecine. Il convient de rappeler que le Sénégal s'est brillamment distingué lors de ce 17e concours, avec 34 lauréats parmi les 35 candidats présentés, soit un taux de réussite de 97%, 21 majors sur les 66 disciplines concernées. Alors, ces performances ont permis à notre pays d'occuper la première place en termes de pourcentage d'admis par rapport au nombre de candidats parmi les États qui avaient présenté plus de 20 candidats. Dans le plan Sénégal émergent, la santé est un levier essentiel de la promotion du capital humain. Toutefois, le succès des efforts entrepris par le chef de l'État dépendra en grande partie de l'engagement de tous, en particulier les universitaires. Vous devez contribuer à relever nos défis en santé publique, notamment en facilitant l'accès équitable des populations aux spécialités médicales les plus pointues. Cette contribution sera facilitée par les actions déjà engagées aux fins de relever les plateaux techniques, mais aussi d'améliorer la gestion des infrastructures de santé. J'ai souvent eu des échanges avec le professeur Awa-Marie Coll Seck, ministre de la Santé, de l'Action sociale, pour dire et pour m'interroger sur le fait que notre pays continue à envoyer ses malades à l'étranger, alors que pour la plupart des pays de l'Afrique du Nord, c'est vous qui formez leurs médecins. Donc ce défi de l'équipement, du relèvement du plateau médical, mais aussi de la réforme du système hospitalier doit nous amener, avec un tel personnel qualifié, de tels résultats, à
maintenir nos malades chez nous et à les soigner de façon durable. Alors c'est pourquoi je vous invite à œuvrer davantage pour offrir aux Sénégalais des soins de qualité, à travers notamment la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que la lutte contre les épidémies, les maladies chroniques, les maladies à soins coûteux. Cette cérémonie coïncide avec le centenaire de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec comme parrain feu Dr Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République souhaite que l'anniversaire soit une belle opportunité pour réfléchir en profondeur sur le système de santé de notre pays. En marge de cette cérémonie, chez notre reporter Seydina Alioune-Fall a recueilli quelques réactions que nous écoutons. C'est une décoration qui, quand même, a une très grande grandeur du point de vue de notre société et nous en remercions le président de la République. C'est vrai que ça pourrait être un mérite, mais un mérite que nous partageons avec tous nos collègues. Nous avons compris qu'il faut maintenir haut le flambeau de l'excellence. Le président, par ses gestes, honore non seulement l'enseignement supérieur, mais le système éducatif du Sénégal. C'est un clin d'œil à la jeunesse sénégalaise. Il nous a pris cité comme exemple. Nous devons poursuivre la voie de l'excellence, mais nous devons aussi inspirer les jeunes. C'est donc une grande fierté pour le Sénégal, mais également une reconnaissance qui est toujours appréciée. Et je salue le geste de Monsieur le Président de la République qui a pensé les honorer. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être motivés et je pense qu'ils sortiront de cela avec encore plus d'envie de travailler et de servir leur pays. C'est dans cette compétition que nos professeurs de médecine, nos maîtres de conférences agrégés de médecine ont placé le Sénégal. Et le président de la République, en les décorant, évidemment, encourage toute la communauté universitaire à aller vers l'excellence et par ricochet nos étudiantes et nos étudiants. Le président de la République a reçu ce vendredi plusieurs personnalités. L'économie, le social, la gouvernance ou la corruption ont été entre autres les principaux sujets abordés au cours de cette série d'audiences. Le ministre des Affaires internationales de la Bavière, l'administrateur du PNUD, le procureur du Qatar et des investisseurs saoudiens ont tous manifesté un intérêt pour le Sénégal. Synthèse de cette série d'audiences avec Aboubakri Kane. Beat Merck conduit une délégation de l'État fédéral de la Bavière. La ministre des Affaires européennes et des Relations internationales a salué les bons résultats du Sénégal dans le domaine économique. Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle en tant qu'État fédéré de Bavière et apporter justement une contribution à ce bond économique que le Sénégal est en train de faire. Le leadership du Sénégal dans la sous-région a aussi été magnifié au cours de la rencontre. Des discussions qui ont également porté sur les besoins de formation de la jeunesse sénégalaise. Nous pensons qu'enfin ces jeunes qui sont donc sur le marché de l'emploi, s'ils sont bien formés, s'ils ont les appuis nécessaires aussi en matière de développement de technologie, peuvent devenir autonomes et trouver des perspectives réelles d'insertion dans le marché du travail. Le Sénégal est un pays dont on peut dire que c'est un pays fort, un pays qui joue un rôle important dans la sous-région. À chaque fois qu'il y a eu des crises au niveau de la sous-région, le Sénégal a essayé d'apporter une contribution. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerions aussi être à côté de ce pays et l'aider à relever les différents défis auxquels il est confronté. Le président de la République a aussi reçu l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Hélène Clark a apprécié la mise en œuvre du PUDC, un programme d'urgence qui va entrer dans sa deuxième phase.
Le PUDC est un très important programme. Si on le prend ensemble avec les programmes de protection sociale qui sont en train d'être mis en œuvre ici au Sénégal, il y aura un impact assez positif et très grand sur l'élimination de la pauvreté dans ce pays. Nous sommes très fiers et très contents d'avoir été choisis comme partenaire privilégié du gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes encore plus fiers d'avoir été choisis pour la deuxième phase de ce projet qui va durer, je crois, encore 2 ans. À l'occasion, Hélène Clark a été élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Autre audience, celle que le chef de l'État a accordée au prince Fahid bin Mougren bin Abdulaziz Al Saoud. Il conduit une délégation d'investisseurs saoudiens, émiratis et turcs intéressés par la destination Sénégal et qui souhaitent investir dans les infrastructures, notamment le secteur ferroviaire. Je suis ravie d'être là ici avec mon équipe et d'avoir rencontré Monsieur le Président de la République. Nous souhaitons avec mon équipe en fait faire partie du développement du pays, du Sénégal. J'ai partagé avec son Excellence ma vision de développement et nous sommes aujourd'hui réunis tous ici, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, pour faire partie du développement du Sénégal que nous apprécions énormément. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à l'échelle nationale, au cœur de l'audience que le chef de l'État a accordée au procureur du Qatar. Le docteur Ali bin Fetaïs Al-Mari, par ailleurs avocat spécial des Nations Unies contre la corruption, a aussi recueilli les conseils du chef de l'État en reconnaissance de ses efforts dans ce domaine sur le pays africain qui pourrait accueillir la conférence après le Sénégal. On a commencé à discuter avec Monsieur le Président pour la prochaine conférence et il m'a donné des chemins très très clairs pour moi pour tout les travail sur la corruption et je voudrais bien de remercier Monsieur le Président Macky Sall pour toutes les facilités qu'il donne pour moi et pour les centres qui travaillent avec les Nations Unies sur l'histoire de la corruption. Et nous sommes tous, c'est quoi les questions de corruption? Si le grand problème maintenant, soit dans l'Afrique, soit dans le monde arabe, c'est la question de la corruption. Si on arrive à travailler ensemble contre la corruption, parce qu'on ne peut pas travailler seul. Dans ce problème. Une série d'audiences qui participent du renforcement des acquis sur le plan économique et social. Nous restons avec le chef de l'État qui a visité hier jeudi le haras national de Kébémer. L'établissement a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Le haras facilite aussi aux éleveurs l'accès à la ressource génétique. L'objectif pour le chef de l'État est de développer des haras sur tout le territoire national. Pour ce faire, le budget sera porté à plus de 400 millions en 2018. Nous voyons tout cela avec Aboubakri Kane. Une visite très attendue par les acteurs de la filière chevaline dans un centre unique en son genre dans la sous-région. Le haras national, c'est 503 hectares dont 22 clôturés. Entre autres objectifs assignés à ce centre, l'amélioration génétique et la promotion de la santé et du bien-être du cheval. Il dispose d'installations et d'équipements modernes. Là, c'est la mangeoire, c'est là où l'on sert la paille d'arachide. Et en bas, nous avons la litière constituée de paille de riz pour offrir au cheval un confort. Ici, nous avons un Tursan arabe. Le Tursan arabe, c'est un cheval qui se caractérise par sa beauté, par son endurance et sa générosité à l'effort. Elle s'appelle Jalila du Brut. Elle est âgée de 12 ans. Très belle jument, ouais. Elle est moins haute par rapport au Tursan anglais et il a un dos assez court comparativement au Tursan anglais qui est beaucoup plus. Il y a un corps qu'on appelle longiligne. Les activités du haras, la politique de développement de l'élevage des équidés, les résultats et impacts socio-économiques, autant de sujets abordés au cours de la visite. Le haras a un parc équin de 24 chevaux, des pur-sang anglais et arabes, des trotteurs français et une race locale améliorée à travers l'insémination artificielle.
L'insémination doit se faire dans un cadre très stérile, avec des moyens à usage unique. La semence est déposée directement dans l'utérus. L'huile ne survit que 6 heures de temps, donc il faut gérer tous ces paramètres pour faire coïncider la période de l'ovulation et l'insémination. À la direction de la reproduction, la maréchalerie ou la clinique du Hara, le président Macky Sall a voulu à travers cette visite réitérer tout l'intérêt qu'il porte au secteur de l'élevage en général, en particulier à celui des équidés. Depuis plusieurs générations, nous avons vécu avec cet animal noble qui symbolise non seulement la fidélité, mais aussi qui symbolise la puissance, l'endurance, la noblesse. Avec un effectif équin estimé à plus de 540 000 têtes au Sénégal, l'importance du cheval dans l'agriculture, le transport ou le sport n'est plus à démontrer. Le partenariat naissant entre le Hara national et le FONSIS a aussi été encouragé par le chef de l'État. Le directeur général du FONSIS a bien compris la mission de ce fonds national souverain pour les investissements stratégiques. Améliorer la race par la génétique des chevaux dans notre pays pour les différents usages participe un peu de nos priorités stratégiques. Les ressources du Hara proviennent essentiellement de l'État. 294 millions lui ont été alloués cette année, des moyens que le président Macky Sall entend accroître pour rendre la filière équine plus performante. Une vision qui consiste à renforcer et moderniser les infrastructures et à améliorer la race grâce à la génétique et au croisement. Au chapitre 1.5 de Macky Sall au pouvoir, en regardant dans le rétroviseur, on constate de grandes réalisations dans les volets infrastructures et transports. En 5 ans, le réseau a presque doublé et Dakar Dem Dikk est allé à la conquête des régions. Retour sur quelques réalisations durant ces 5 dernières années dans cet élément signé Oulrey Thiam. Dans les domaines du transport et des infrastructures, le Sénégal a franchi des pas de géant en 5 ans. 259 km ont été réalisés en moyenne par an entre 2012 et 2016, ce qui fait une hausse de 128 km de routes supplémentaires par an. Pour ce qui est des projets, 43 projets d'un coût total de 643 milliards portant sur le revêtement de 1314 km de routes ont été achevés en 5 ans. Des infrastructures de grande envergure comme l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia, l'échangeur de l'émergence, la section de la VDN et la route des Niayes ont également été livrés. Des projets livrés qui seront suivis par d'autres de même envergure. Mais la date du 14 décembre 2016 aura été un tournant dans l'histoire des infrastructures au Sénégal avec le lancement des travaux du TER, le train express régional. Le TER, c'est 10 000 travailleurs sur site, 15 trains d'une grande capacité, une capacité de 115 000 passagers par jour, ce qui va révolutionner le transport de masse dans notre pays. Mais en attendant, Dakar Dem Dikk étend ses tentacules en région pour le plus grand bonheur des usagers du Sénégal tout entier. Sénégal Dem Dikk voit ainsi le jour. Le parc roulant de Dakar Dem Dikk passe du simple au double en 5 ans. Ces avancées dans le domaine du transport et des infrastructures sont devenues très visibles avec ces chantiers et les engins qui continuent à tourner à plein régime pour renforcer le bilan dans ce secteur. En ce qui concerne le volet hydraulique, à présent, 700 milliards de francs CFA ont été investis. Des centaines de forages ruraux réalisés. L'hydraulique rurale se porte globalement bien sur l'ensemble du territoire national. Ce sont là, entre autres, réalisations du chef de l'État dans le cadre de l'accès à l'eau potable dans le monde rural. On fait le point avec Lamine Touré. L'accès à l'eau potable dans le monde rural, c'est là une vision en exécution. Le président de la République, Macky Sall, a inscrit cette ambition dans le cadre d'une justice sociale. 5 ans après son accession au pouvoir, l'hydraulique rurale se porte à merveille avec des réalisations significatives. Ce qui a été réalisé par le chef de l'État depuis qu'il est là, c'est une révolution. C'est plus de 300 forages qui ont été réalisés depuis 2012. Je dis 300 forages. Et je ne compte pas
les forages réalisés dans le PUDC, je ne compte pas les forages réalisés dans la troisième phase du PUDC. Mais je pense que je vais parler au-delà de forage. Au-delà de forage, c'est 1 million de Sénégalais qui ont accès à l'eau potable dans le monde rural. Dans cette ambition d'autonomisation du monde rural en eau de qualité, l'État a mis en place l'OFOR, l'Office des forages ruraux, en 2014. Un travail de complémentarité se mène au niveau local. Il a permis à ce jour de franchir la barre des 89% de taux d'accès à ce liquide précieux. Nous sommes passés à un taux d'accès à l'eau de 72% à un taux d'accès de 89%. En 2016. C'est un bond significatif, c'est un des taux les plus performants en Afrique. Je ne parle pas d'Afrique noire, mais en Afrique en général. Si le quart de ce qui a été fait sur les 5 ans était fait depuis le Sénégal indépendant, je dis bien le quart, je pense qu'on n'en serait pas là. Nous menons une révolution pour ce qu'on appelle l'équité sociale. L'horizon 2019 semble être au cœur des préoccupations du gouvernement. Il s'agira à l'arrivée de couvrir les besoins des Sénégalais. Pour être au rendez-vous, la coopération internationale a été impliquée dans ce processus. Et ce que nous visons en réalité en 2019, c'est avoir l'accès universel. Nous avons plus de 300 forages qui vont être réalisés par le PUDC. Nous avons 251 forages en plus qui vont être réalisés par la coopération chinoise. Je pense qu'au terme de ces périodes-là, il n'y aura plus de problème d'accès à l'eau dans le monde rural. 2012-2017, l'État du Sénégal a investi dans l'hydraulique rurale pas moins de 700 milliards de francs CFA. L'objectif est de corriger une injustice sociale qui a longtemps frappé ces communautés. Il s'agit de disposer d'une eau potable et de très grande qualité. Dans le secteur de l'hydraulique, toujours, le ministre de tutelle Mansour Faye s'est rendu à Kédougou et à Médina Gounass pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de forages dans ces différentes localités. Les travaux dans l'ensemble sont satisfaisants. À quelques jours du Dakar de Médina Gounass, la construction d'un nouveau forage sur le site devrait permettre un accès facile à l'eau. Les précisions de Seydina Alunfal. Kédougou, la première étape de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La problématique de l'accès à l'eau y était réelle, surtout dans les zones hautes. Mansour Faye n'était pas venu seulement constater. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est arrivé avec des solutions. Nous avons réalisé 5 forages, dont 3 qui sont fonctionnels. Ces 3-là viennent s'ajouter aux 5 existants. Comme vous le savez aussi, Kédougou est une zone de socle, qu'on appelle zone de socle. Il faut plusieurs ouvrages pour mobiliser un volume d'eau assez important. Là, présentement, effectivement, la première étape, vous avez vu l'eau jaillir d'un forage qui a été réalisé et qui a un débit de 20 mètres cubes environ. Celui-ci a un débit de 10 mètres cubes. Mais si on fait le cumul, on aura assez de volume pour quand même survenir aux besoins de consommation en termes d'eau de la population de Kédougou. Donc ces travaux-là seront terminés dans un mois tout au plus. Mais présentement, nous avons pris des mesures conservatoires pour permettre aux populations de Kédougou de pouvoir bénéficier de l'eau. Des mesures à court et moyen terme, mais des solutions durables sont envisagées à Kédougou. Parce qu'en perspective, en réalité, on a 2 projets importants, majeurs. Le premier projet, c'est un projet de transfert d'eau à partir de Itato, sur à peu près une quinzaine de kilomètres. Et ce projet va nous permettre de régler cette question-là définitivement. Mais un autre projet majeur, un projet sous-régional, avec la réalisation du barrage de Samangalou, qui verra par exemple la retenue d'eau augmenter le niveau du fleuve et donc le réguler. Cela va permettre une présence d'eau souterraine assez importante qui fera en sorte que les forages pourront fonctionner 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, permettant ainsi aux populations de pouvoir disposer de l'eau 24 heures sur 24. Après Kédougou, la délégation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendue à Médina Gounass afin de constater l'état d'avancement des travaux de construction de forages. L'alimentation correcte en eau du Dakar est également une préoccupation. La délégation s'est rendue sur les lieux. Un forage a déjà été construit, un autre est en chantier. Nous comptons essentiellement sur ce forage qui vient d'être implanté hier. Mais vous savez, ici les nappes ne sont pas très profondes. Si on a de la chance, on peut tout faire en une semaine ou peut-être même moins et mettre l'eau à la disposition des populations.
Tambacounda a aussi reçu le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La délégation a rendu une visite de courtoisie à Cheikh Ahmadou Tidiane, Khalif général de Médina Gounass. Et puis le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans les Jignaï, une tournée qui a conduit Dr Papa Abdoulaye Sek Kayar, Bayar, Taïba Ndiaye et Potou. Occasion pour la tutelle de constater une production horticole variée et de qualité qui dépasse même les prévisions du PSE. Les réalisations obtenues grâce à l'appui conséquent du PADEN, le programme d'aménagement et du développement des Niayes. Les précisions de Penabo. L'horticulture va mieux au Sénégal, surtout dans la zone des Niayes. Ici, la production d'oignons et de pommes de terre a largement dépassé les objectifs du PSE. La production commence à gagner. Une production aussi qualité. Voyez-vous, monsieur le ministre, nous avons une production de qualité qui peut concurrencer celle venant de l'extérieur. Et votre présence ici nous réconforte. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'on peut alimenter le marché local. Vous avez bien mis en œuvre ici la politique agricole du président Macky Sall, ici dans les Niayes. Vous êtes même allé au-delà des objectifs. Potou marche vers l'émergence. Ici, il y a du tout. On ne peut pas trouver mieux pour que véritablement notre agriculture soit le moteur de notre économie, le moteur de la croissance. Décidément, les Niayes marchent à pas cadencés vers l'émergence. Ces bons comptes ont été obtenus grâce au PADEN, c'est le programme d'aménagement et de développement économique des Niayes. Nous avons senti une belle satisfaction par rapport à ce qu'on a déjà débuté et je pense qu'avec le temps, ça sera élargi et dans toute la commune de Taïba Ndiaye et environ. Ce rendement, je l'ai obtenu grâce à l'appui du PADEN. C'est pourquoi j'ai aussitôt ajouté un demi-hectare pour davantage améliorer ma production de pommes de terre. Vraiment, avant, on était très fatigués, mais depuis l'avènement du PADEN, tout a changé. Le PADEN a pour objectif de développer les Niayes. Pour y arriver, l'État a mis les gros moyens. La stratégie a été de moderniser l'horticulture à travers un nouveau système d'irrigation, une meilleure formation des acteurs et la mise à disposition de financements conséquents destinés à augmenter les rendements et à avoir de véritables entreprises agricoles. Après l'agriculture, la santé, 16 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par la France pour accélérer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le projet concerne les régions de Louga, Sédhiou et Kolda. Il comporte un volet équipement et infrastructure et un autre de formation des personnels. L'intérêt de l'Agence française de développement se justifie par des initiatives sénégalaises en faveur de la santé. Omar Diaw nous en dit plus. La France et le Sénégal sont deux partenaires de longue date qui, malgré les vicissitudes de l'histoire, continuent à cheminer ensemble. Le pays de Marianne accorde un intérêt particulier à celui de la Teranga, pas seulement pour des raisons liées à l'histoire. C'est un pays qui offre aujourd'hui une bonne organisation de référence dans le district sanitaire, qui a mis en place un système de gratuité de la césarienne et des soins des enfants de 0 à 5 ans, qui sont là des atouts importants dans cette démarche de protection maternelle et infantile. Il est justement question du projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant, PASM, pour faire face à la mortalité maternelle encore élevée. Au niveau du Sénégal, nous faisons les audits des décès maternels parce que nous voulons savoir pourquoi les femmes meurent. Il y a encore trop de femmes qui meurent en donnant la vie. Le PASM se subdivise en deux. Le premier concerne la région de Louga pour plus de 9 milliards et le deuxième va intervenir à Kolda et Sédhiou, deux régions un peu à la traîne et que le plénipotentiaire a parcouru. Un besoin considérable, même si beaucoup de chemin a pu être parcouru. 59 motos et 9 voitures, dont 4 à des directions et services essentiels. En plus de la logistique appréciable, il y a du matériel médico-technique. Un équipement complet de blocs opératoires et de réanimation du nouveau-né pour l'hôpital de Louga. 66 tables chauffantes pour les coins de nouveau-né. 15 Doppler fœtales, mais nous avons également un matériel pédagogique et un matériel de communication. Ce n'est pas tout car le projet comporte un volet construction et réhabilitation d'infrastructures de santé. En 3D, les maquettes sont magnifiques et suscitent une impatience. Les populations attendent maintenant que les structures soient là, dans l'attente de pouvoir dire voilà notre centre de santé, voilà notre hôpital.
Du matériel, des infrastructures, mais aussi la nécessaire formation et la mise à niveau des personnels de différents profils. Matrone, sage-femme, médecin, obstétricien, gynécologue. Cet homme a grandi dans les hôpitaux. Il n'a été ni malade ni soignant. C'est son père qu'il est encore octogénaire. À 80 ans, mon père continue encore d'aller 3 fois par semaine à l'hôpital. Un vécu qui explique en partie la passion de cet ambassadeur pour le mieux-être. C'est la petite histoire qui explique bien des idées généreuses sans lesquelles les nations comme les hommes n'arrivent à rien ensemble. Coopération toujours dans un autre volet, le volet maritime, précisément vers la création d'une académie maritime unique en Afrique au Sénégal. Le partenariat est signé entre la Pologne et le Sénégal. C'est l'une des retombées de la visite officielle du président Macky Sall en Pologne, en visite guidée dans les locaux de cette prestigieuse académie créée en 1920, presque centenaire avec ses 4 facultés et 400 spécialités. Cette institution va aider le Sénégal à mettre en place sa propre académie conforme aux standards internationaux. Envoyés spéciaux à Varsovie, à Pape Sididja et Abibou Mbaye. Dans les couloirs de l'Académie maritime de Gdénia, un Sénégalais s'y promène en solitaire. Massamba Alwalingay n'a pas besoin de boussole pour s'orienter. Il sait même où trouver le recteur. Parfois, dans une des nombreuses salles de simulation de navigation maritime. Ici, toutes les salles représentent des bateaux où l'étudiant peut avoir le mal de mer, car en immersion dans un grand bleu virtuel. Des écrans qui les plongent dans les océans du monde. C'est le cas de ces étudiants qui naviguent en salle de simulation dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est cela qu'on veut faire au Sénégal avec le projet d'académie maritime si cher aux autorités. Une des retombées de la dernière visite officielle du président Macky Sall en Pologne. Le partenariat est scellé depuis 2009. On attendait simplement d'avoir un climat pour pouvoir vraiment nous déployer au Sénégal. Et puis le Sénégal en a besoin, disons-nous la vérité. Comment autant de personnes vivant de la pêche n'ont pas une école de renommée. Et depuis que nous nous sommes installés en 2013 au Sénégal, nous faisons des efforts. Nous avons amené 2 étudiants de la promotion faire 21 jours en Pologne, être formés sur le bateau navire. Le Sénégal a toutes les raisons de croire à la concrétisation de ce projet, car non seulement c'est un pays de pêche, mais il doit être doté de suffisamment d'expertise maritime pour pouvoir gérer ses innombrables ressources en mer, comme le pétrole et le gaz. Et dans cette école, les étudiants sont formés dans des simulateurs de positionnement dynamique pour manipuler les bateaux qui s'occupent de pétrole ou les stabiliser dans des plateformes offshore. Et cette science maritime est sanctionnée par le certificat de la prestigieuse Nautical Institute de Londres. Kilka razy byłem w Senegalu i ja powiedziałem tak, że... Je me suis rendu effectivement à plusieurs reprises au Sénégal. J'ai pu donc visiter les établissements. Je pense qu'en ce qui concerne le collège de la pêche maritime, on pourrait dans un premier temps, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, revitaliser cette école. Ce serait peut-être une première étape pour montrer de quoi nous sommes capables. Puis l'académie maritime pourrait être installée ensuite. Donc ce serait un processus qui couvrirait toutes ces étapes-là. Dans cette académie de Gdénia, on y rencontre des étudiants venus d'Algérie. Entre 20 et 35 étudiants du Nigeria y sont formés actuellement. Une autre vague d'une vingtaine de diplômés venus de l'Angola sont retournés au pays pour démarrer la nouvelle académie maritime. L'école polonaise est la 2e au monde avec ses 6 000 étudiants derrière la Chine. Kolejne stadia budowy Il s'agit d'un projet effectivement ambitieux. Il s'agit de faire quelque chose d'unique en Afrique. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une étude de faisabilité pour voir comment on peut le faire dans les meilleures conditions. Il s'agit effectivement, en se basant sur notre expérience, de mettre en œuvre de solutions conformes aux exigences de l'organisation maritime de Londres pour que le standard mondial au plus haut niveau puisse être implémenté. Była przydatna, musi spełniać standardy światowe. La Pologne et le Sénégal ont déjà paraphé l'accord pour l'académie maritime.
Le groupe polonais Navimor, un des plus grands constructeurs de navires au monde, est pressenti dans le projet du Sénégal. Tous les éléments sont là pour que cela puisse être fait. Nous avons déjà l'expérience de ce qui a été fait en Angola. Et nous avons notre partenaire Navimor avec lequel nous collaborons pour la mise en place de ce type d'académie. Et nous comptons justement le faire au Sénégal, où nous avons également un partenaire local avec lequel nous allons le faire. Donc je pense que tous les éléments sont là pour que nous puissions implémenter cette approche. L'Académie maritime de Gdénia existe depuis 1920 et dans ses 4 facultés, les étudiants sont orientés dans 40 spécialités différentes, allant de l'expertise la plus pointue à la plus périlleuse, comme le simulateur de feu et son dispositif d'extinction, et la natation avec la piscine de l'Académie. Car travailler en mer, c'est pouvoir nager aussi longtemps qu'on peut sauver sa vie. Habibou Mbaye, envoyé spécial en Pologne. Et puis cette bonne nouvelle, les frais de roaming entre le Sénégal et 4 autres pays de la CEDEAO ont été supprimés. La mesure est entrée en vigueur ce 31 mars 2017. Il est donc possible d'appeler et de recevoir des appels pour les clients en déplacement sans être surfacturés. La cérémonie de lancement du réseau unique ouest-africain a été présidée par le ministre des Postes et des Télécommunications ce jeudi à Dakar. Thierno Diallo. Grâce au projet Free Roaming piloté par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, les citoyens de la sous-région ouest africaine en déplacement peuvent désormais être appelés au tarif local sans taxe d'itinérance. Un Sénégalais qui sera en déplacement au Mali pourra recevoir ses appels gratuitement s'il n'a pas de crédit. Lorsqu'il est en prépayé, il pourra recevoir l'appel à partir du territoire sénégalais. La mesure effective à partir de ce 31 mars 2017 ne concerne que les clients à court séjour dans les 5 pays concernés. Les clients qui résident ne sont pas concernés. Ceux qui allaient au Mali, quand ils sont en roaming, s'ils veulent appeler l'international, ils payaient 1100 francs. Désormais, quand ils veulent appeler l'international, ils vont payer uniquement 300 francs. Cela va permettre de baisser le coût des communications, d'augmenter les volumes, le trafic entre ces différents pays, mais également renforcer la coopération sous-régionale à travers les télécommunications et les TIC. La gratuité ne s'applique non plus à l'Internet. Les tarifs habituels sont de vigueur. Le roaming ne concerne pas l'Internet. Ceux qui sont en roaming, quand ils activent l'itinérance, et qu'ils se connectent sur le réseau Internet de l'opérateur qui les abrite, ils vont payer plein pot. Donc le roaming ne concerne pas pour l'instant la connexion Internet. On est prêt, donc il y a beaucoup de choses à corriger au fur et à mesure. Ce qu'on nous demande, c'est d'aller juste un petit peu plus loin, et donc sous certaines conditions, donc parce qu'il faut que le business soit profitable, bien sûr, à nos abonnés, mais que nous ne soyons pas perdants dans l'affaire. Au-delà de la suppression des surtaxes sur les appels entrants et sortants dans la sous-région, le réseau unique ouest-africain va sans doute renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les peuples. Pour revenir en détail sur cette mesure, nous recevons Monsieur le directeur général de l'ARTP, Monsieur Abdou Karim Sall. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, monsieur, est-ce qu'il a été facile d'arriver à ces résultats? Vous savez, ce n'était pas évident dans la mesure où c'est au mois de juillet 2016 que la décision a été prise par les pays membres de Smart Africa, dont le Sénégal, pour mettre en place ce qu'on appelle le One Area Network, c'est-à-dire le réseau unique. À partir du moment où cette décision a été prise par les chefs d'État, le président de la République nous a donné des instructions fermes pour que nous puissions travailler avec nos homologues des pays africains afin de matérialiser cette décision majeure. Donc le 28 novembre 2016, nous avons tenu une réunion des régulateurs au niveau de la Côte d'Ivoire pour jeter les bases d'une discussion qui devait nous permettre de concrétiser ce que je disais tout à l'heure comme une décision majeure.
Donc ce jour-là, le 28 novembre, nous avons signé un protocole d'accord entre 5 pays membres de Smart Africa dans la sous-région. Il s'agit du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Sénégal. Donc nous avons, et de la Côte d'Ivoire bien entendu, nous avons signé ce protocole d'accord-là. Finalement, nous avons été rejoints par le Togo et la Sierra Leone. Comme vous le savez, l'honneur a été fait au Sénégal à travers l'autorité de régulation pour coordonner ce projet. Nous sommes arrivés au terme du deadline qu'on s'était donné le 31 mars 2017 pour concrétiser le free roaming. Ce qui s'est passé hier, nous avons coordonné avec les 7 pays signataires du protocole. Nous nous sommes rendus compte que les 5 étaient sur la ligne de départ, étaient prêts pour matérialiser ce free roaming. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont en train de faire les derniers réglages pour nous rejoindre, le peloton des 7 qui étaient initialement sur la ligne de départ. Ce qu'il faut comprendre, quel est l'objectif du free roaming? Vous savez, c'est prolonger ou bien parfaire l'intégration sous-régionale, mais de manière globale l'intégration africaine. Les pays ont pris cette décision pour que ceux qui sont en déplacement puissent être exonérés des taxes qui posaient énormément de problèmes dans le cadre de l'établissement des communications quand ils sont bien entendu en déplacement. Donc ce que nous avons fait, quand vous êtes par exemple en roaming dans un pays, ce qui se passe, celui qui vous appelle, il paye. Vous qui êtes appelé, vous payez. La première mesure qui a été prise, ceux qui reçoivent des appels en roaming sont exonérés de taxes. Ils ne payent plus quand ils reçoivent des appels. La deuxième mesure, c'est que ceux qui sont en roaming se verront appliquer les tarifs de l'opérateur qui les abrite. C'est-à-dire, avant l'application de la mesure, quand vous vous déplacez et que vous vous rendez au Mali, c'est juste pour donner un exemple, et que vous établissez une communication internationale, vous payez 1100 francs. Aujourd'hui, avec la nouvelle mesure, ceux qui partent au Mali ou dans les autres pays, au lieu de payer la surtaxe relative au roaming, il ne paiera que 300 francs. Voilà, très bien, ce qui est ressorti justement dans le reportage de Thierno Diallo. Alors, Monsieur Sall, je rappelle que ce 31 mars, donc le free roaming concerne seulement 5 pays de la CEDEAO. Quand vous espérez l'entrée des autres pays donc de l'espace et pourquoi pas au-delà de l'espace CEDEAO? Bien sûr, l'objectif c'est de ratisser large, de parfaire le maillage. Nous avons invité hier à la cérémonie de lancement le pays ami et frère de la Gambie, le régulateur gambien était présent. Nous sommes en discussion avec lui pour qu'il vienne rapidement rejoindre le groupe. Mais également, nous allons discuter avec la Mauritanie et les autres pays africains qui vont certainement venir rejoindre le groupe qui est ainsi constitué. Comme vous le savez très bien, depuis 2014, les pays de l'Afrique de l'Est ont démarré le projet avec le Rwanda, le Kenya et le Sud-Soudan, qui ont démarré ce projet dans l'espace appelé le Corridor Nord. Donc nous, dans l'espace de la CEDEAO, notamment dans l'espace des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons démarré aujourd'hui et nous comptons étendre ce réseau unique à l'ensemble des pays de la CEDEAO. D'accord, très bien. Monsieur Sall, après cette première étape, justement, quelles sont les actions que la RTP compte mener pour rendre effectif l'unicité du réseau ouest africain, faire de cette unicité une réalité? Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer l'implication de l'ensemble des opérateurs qui sont ici chez nous, à l'occurrence la Sonatel, Tigo, Expresso, qui ont travaillé depuis le 28 novembre jusqu'à hier de manière concertée avec nos équipes pour que nous puissions mettre en place les tarifs, pour que nous puissions travailler dans les conditions qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à ces résultats-là. L'avantage pour le client, pour en revenir, vous verrez que à partir de maintenant, ceux qui sont en déplacement dans ces pays ne seront plus obligés, arrivés au niveau de ces pays-là, d'acheter de nouveaux abonnements.
Est-ce que tous les opérateurs sont concernés? Tous les opérateurs sont concernés. Les 3 opérateurs? Tous les opérateurs sont concernés et tous les opérateurs des autres pays sont concernés. Donc vous savez, on ne peut pas mettre en place un free roaming si au préalable les accords n'ont pas été conclus entre les différents opérateurs. Nous, en tant que régulateurs, notre rôle est d'assurer la coordination pour amener les opérateurs à signer des accords et à fixer des tarifs par rapport aux nouveaux tarifs par rapport aux communications qui vont être établies dans le cadre du free roaming. Très bien, merci M. Sall pour toutes ces précisions et merci également d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour ouvrir le chapitre 4 avril. Je le disais en titre, le volet social est une priorité des armées sénégalaises. Parmi les programmes coordonnés par la direction de l'action sociale de l'armée, Comico, Alpha, Mutuelle des armées, leur objectif, la réinsertion sociale des militaires libérés, mais aussi le bien-être de ceux toujours en exercice. Focus signé Anne-Marie Gomis. Dans cette école implantée à Sangalkam, les salles de classe sont des champs et les réservées spécialement à la réinsertion des militaires libérés. Nous sommes des soldats libéraux de l'armée sénégalaise. Les militaires libérés, pas mal d'entre nous n'ont pas d'emploi. Je ne sais que l'agriculture fait partie des principales sources qui peuvent contribuer au développement d'un pays. Et vraiment, nous sommes contents d'être là aujourd'hui. On y cultive des oignons, des tomates, ainsi que toutes sortes de variétés culturelles. L'essentiel de la production est destiné à la consommation des militaires dans les casernes. Sur toute l'étendue du territoire, il y a d'autres centres de ce genre. La répartition a été faite suivant des pôles. Et les pôles sont faits de sorte que ça épouse les régions, suivant la particularité des cultures. Au niveau de Kolda, donc, on a la particularité du riz. On a la culture fourragère également. Actuellement, donc, nous préparons la deuxième campagne pour le poivron, ici à Sangalkam. L'école a été créée en 2005, en même temps que l'agence chargée de la réinsertion des militaires libérés, la RSM. Les principaux modules, l'agriculture et l'élevage. Ces jeunes gens qui ont fait 2 années dans l'armée, à qui on a inculqué les notions du civisme qui sont bons, au lieu de les laisser, de les reverser purement et simplement dans le civil, nous tentons de les pousser vers l'agriculture et l'élevage. Donc ceci est un facteur économique, un facteur de développement, mais aussi un facteur sécuritaire pour ne pas les laisser dans l'oisiveté. Outre le champ de réinsertion des militaires libérés, l'armée a aussi un programme social de logement. Depuis 1985, la Grande Muette, à travers ce programme, facilite aux soldats l'accès au toit. Le programme s'appelle Comico. Ce sont près de 2400 logements qui sont créés dans plusieurs localités de la capitale. Le 5e projet est en cours d'exécution. À terme, nous devons faire 3037 logements sur Bambilor et 401 parcelles viabilisées. Donc présentement, nous avons réalisé déjà 932 sur les 3037 et il y a 241 qui sont en cours de finition. À côté de la coopérative militaire de construction, il y a aussi le logement de service. C'est l'agence de logement des forces armées, Alpha, qui s'en occupe. Nous avons pour mission de faire en sorte que les familles militaires et les militaires logent à l'intérieur ou à côté des casernes. Contribuer à la stabilité de la vie familiale et au renforcement du moral de la troupe. Dans son programme social, l'armée a une grande mutuelle de solidarité et d'entraide. Aujourd'hui, nous arrivons à rembourser les ordonnances au taux de 60%. Les autres prestations portent sur les primes départ à la retraite, les primes de décès. Aujourd'hui, on a près de 21 000 adhérents au niveau de la mutuelle des armées. L'ensemble de ces programmes sociaux sont gérés par la DASA, la direction de l'action sociale de l'armée. Elle existe depuis 2006. L'être humain, pour lui assurer une stabilité sociale, il lui faut trois axes. D'abord, l'habitat, la nourriture et la santé. Voilà les besoins primaires de tout individu. L'armée sénégalaise, à travers ses différents programmes sociaux, se montre aussi efficace dans la défense que dans la satisfaction permanente des besoins des soldats.
Privés de liberté, mais pas de dignité, encore moins d'activité. Cela semble valable dans les prisons du Sénégal. Exemple à Rebeuss et au camp pénal de Liberté 6, de l'éducation à la formation professionnelle en passant par la peinture. Les détenus laissent parler leurs talents en vue de leur insertion sociale dans l'univers des détenus. Un dossier signé Aramdao. Des pensionnaires de la maison d'arrêt de Rebeuss, tout doux vers la sortie, libres de laisser cours à leur imagination, à leur talent d'artistes peintres, même s'ils sont toujours dans les liens de la détention. Ces fresques qui ornent les murs de Rebeuss, ils y ont mis des couleurs, mais surtout des messages forts. Le prisonnier même doit avoir un fruit au parcours de sa carrière de prison. C'est pour cela que je l'ai appelé fruit d'une peine. Bon, là, c'est une grille qui montre que la personne est à l'intérieur, sa chaîne elle est coupée. L'autre côté aussi, c'est la joie. Donc, il doit obtenir la joie en prison. Et avoir une couronne, c'est-à-dire avoir de quoi libérer, de quoi se réinsérer au dehors. Il ne doit pas rester la tête vide comme ça, sans rien dire, mais il doit faire quelque chose, il doit écrire, il doit apprendre quelque chose. On est vraiment content d'avoir quelque chose en tête et nous resterons toujours peintres parce qu'on est peintres. Ils ont du vécu en milieu carcéral, mais surtout le génie pour partager leur expérience, voire même pour avertir. La paix est avec celui qui suit le droit chemin, prévient-il. Maintenant, vous avez un personnage qui vous montre deux voies. La voie, celle-ci, qui est la voie du mauvais chemin, et celle-ci qui mène vers le droit chemin. Maintenant, vous avez des personnages et tout pour essayer d'illustrer. Comme là, vous pouvez voir, vous avez une personne avec une arme qui peut représenter un voleur ou un agresseur, l'alcoolique, le drogué. Donc, toutes sortes de méfaits ou les délits qui peuvent vous mener vers la prison, qui est le mauvais chemin. Et de l'autre côté, vous avez la voie du droit chemin. Vous pouvez voir sur les images et tout, le personnage qu'on a représenté, ça peut être un bûcheron ou un menuisier. L'autre, celui qui va au travail. Pour nous, c'est un peu, c'est un peu comme un droit, parce que c'est une réalité qu'on connaît. Cette opportunité qui leur est donnée de s'exprimer est en logique avec la deuxième mission de l'administration pénitentiaire, la préparation à la réinsertion sociale. C'est eux-mêmes qui ont initié quand même les fresques, ils les ont mis sur papier à l'état de projet qu'ils nous ont proposé. Et nous aussi vraiment vivant avec eux à l'intérieur, on sait ce qu'ils voulaient faire savoir au grand public à travers ces différentes fresques avec plusieurs images assez instructifs et assez illustratifs de ce qu'est le milieu carcéral. Privés de liberté donc, mais pas d'activité. Dans cette salle de classe multigrade, des détenus en plein cours. Nous sommes cette fois au camp pénal de Liberté 6, où l'éducation et des ateliers divers et variés sont présents dans le quotidien des détenus. Quand le détenu arrive, il y a un travail qui est fait, il y a un entretien. En fonction de ça, on peut orienter donc les détenus. On sait chaque détenu ce qu'il peut faire. Dans cette politique de réinsertion qui touche aussi bien les hommes que les femmes, l'innovation majeure reste cette boulangerie étraînée il y a quelques mois. Certains ont eu à faire la boulangerie avant qu'ils ne viennent ici. D'autres ont commencé à apprendre ici le métier de la boulangerie. Le matin, l'ensemble des 8 établissements de Dakar plus l'école nationale de l'administration pénitentiaire prennent le petit déjeuner ici chez nous. Donc, si vous prenez les pains qu'on appelle communément kilos, nous produisons à peine 1100 par jour le matin. Si maintenant c'est les pains qu'on appelle probablement petits pains ou bien 65 grammes, là nous produisons jusqu'à 2500, 2700 par jour. Détenir, maintenir en activité, réinsérer par la suite, cela marche-t-il vraiment? Oui, ça marche. Il y a beaucoup d'exemples. Le malheur avec ce travail, c'est que même ceux qui réussissent leur réinsertion ne veulent pas en parler parce que, comme vous le savez, la société sénégalaise est encore très stigmatisante par rapport à la prison. Donc ceux qui réussissent à retrouver une vie normale ne veulent plus en entendre parler, ne veulent plus qu'on les stigmatise. Mais je prends l'exemple juste de la boulangerie. Il y a 2 détenus qui ont été formés et que nous-mêmes on a recrutés.
Donc, et les exemples font légion au Sénégal de détenus qu'on a pu réellement réinsérer. En attendant d'être à leur tour remis à la société, ces détenus armés de foi et de patience continuent de s'investir dans ce qui peut demain leur faire retrouver le droit chemin. À présent, un coup de projecteur sur les stratégies de sécurité et de contrôle du groupement mobile d'intervention. Il s'agit de la gestion des foules et de la détection des explosifs. Cela grâce à l'acquisition de matériel puissant, immersion dans les opérations de la 3e compagnie du groupe opérationnel de Thiès. C'est avec Kumba Diakhatemar. Ce véhicule lancé à vive allure paraît suspect. Il sera stoppé net par des éléments du groupe opérationnel du GMI de Thiès. Il s'agit juste d'une simulation pour présenter le dispositif de détection d'armes et d'explosifs. C'est une herse qu'on mesure composée de bouts de fer en acier capable de détruire les pneus des véhicules. Maintenant, vous avez aussi remarqué qu'il y avait un dispositif qui l'attendait. C'est ce dispositif d'interpellation qui l'a arrêté, qui a procédé à l'arrestation du chauffeur. Maintenant que la fouille du véhicule a continué, nous avons pu remarquer que derrière le siège arrière, il y a eu un fusil automatique. Autre situation relativement courante, des individus en mouvement d'humeur occupent la voie publique. Le groupe opérationnel du GMI intervient encore. Vous avez aperçu un officier qui a une écharpe, qui devrait être à la place du préfet. Mais cet officier-là, qui est différent du commandant de la troupe, c'est à lui que revient de dire de manière très claire, avec des dispositions spéciales, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faudra partir. Il a dit obéissance à la loi, il a dit dispersez-vous. Première sommation, deuxième sommation. Les manifestants, vous avez constaté qu'ils ne sont pas partis. Dans ce cas d'espèce, force reste à la loi. C'est des dégagements, c'est des moyens lacrymogènes. Pour empêcher tout contact, on va utiliser quelques grenades que vous avez vues pour les aider à partir. Il n'y a pas eu un contact qui a eu à blesser quelqu'un, il n'y a pas eu utilisation des armes et il y a eu une utilisation nécessaire et stricte de cette force. Les groupes opérationnels du groupement mobile d'intervention sont dotés d'importants matériels, surtout pour la détection des armes et d'explosifs, ce qui leur permet de mener des interventions efficaces. Voilà pour la série consacrée aux préparatifs du 4 avril. Nous aborderons d'autres volets dans nos prochaines éditions. On attendra ensuite de notre série sur les métiers du bâtiment. Ce soir, zoom sur les commerciaux de l'immobilier. La majeure partie de ces agents sont diplômés en marketing, ce qui leur permet donc de maîtriser les spécificités des produits ou services qu'ils proposent. La rubrique est signée Louise Bitza. Ils mettent des heures au téléphone, un moyen de communication qui permet de persuader les éventuels clients. Dans l'immobilier, l'agent commercial intervient tout au long du processus de vente. Le métier d'agent commercial consiste en fait à proposer un produit immobilier donc, à un type de clientèle bien défini. Donc c'est une offre qui répond en fait à un critère de solvabilité. Donc un critère de solvabilité qui gère généralement en fait la disparité des revenus. Dans ce métier, la gestion du temps et la gestion du facteur relationnel constituent en effet un investissement personnel non négligeable. Raison pour laquelle l'offre elle est segmentée et ciblée. Donc ça peut aller d'un terrain nu, donc d'une parcelle viabilisée, d'une villa de type très économique, donc moins standing ou grand standing. Autant aimer les défis pour pouvoir exercer ce métier. En fait, tout ça entre dans le cadre de la promotion immobilière. Il y a l'aspect communication, il y a l'aspect relationnel. Donc c'est une relation à long terme parce qu'en fait la procédure donc, est un peu tendue sur le temps.
Voilà, donc le commercial a besoin de beaucoup d'agressivité, donc beaucoup de finesse, beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. Parce qu'en fait, tous les clients sont différents. Donc le produit, ce n'est pas un produit facile à vendre. Pour ce chantier, des techniques de vente sont mises en évidence. Une équipe entière d'agents commerciaux à l'accueil de Hadi qui souhaitent acheter un appartement. On propose aussi un service de l'administration de la vente. Le service de l'administration de la vente se veut être un relais entre le client, le notaire et la banque. Cela aussi peut aider à faciliter la relation avec les clients. La bonne jeune dame a bien fait de recourir aux agents commerciaux de l'immobilier. J'ai trouvé une très belle construction. Les villas sont raffinées avec de très belles finitions et des matériaux de qualité. Babacar et ses collègues perçoivent dans une large mesure des pourcentages des normes. Le commercial, il a déjà un salaire fixe. S'y ajoute, il est rémunéré par commission sur les ventes. Les commissions peuvent être très substantielles, allant d'un taux de 2,5 à 5% de la valeur vénale du bien qui est vendu. Autant les primes sont variables, autant les inconvénients peuvent se graisser. S'y ajoute, il faut aussi noter qu'il y a certains clients qui sont réticents du fait de l'agissement de certains promoteurs véreux. C'est pour cela, avec l'association des promoteurs privés du Sénégal, nous proposons à tous les clients que toute vente se fait devant un notaire. Et certes, l'acte de vente est signé devant un notaire, mais d'autres voies existent pour pouvoir contourner les obstacles. Par ici, on pose le débat de la formation. J'ai eu une licence en management marketing. Il n'y a pas de formation spécialisée en promotion immobilière. Mais en entreprise, nous recevons périodiquement des grands formateurs pour acquérir de meilleures connaissances et établir nos stratégies de vente. Une stratégie de vente qui permettra d'avoir le sens de la persuasion, d'être convaincant et téméraire. Cette polyvalence constitue un des atouts d'un agent commercial de l'immobilier. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi prochain. Sur l'international, le Nigeria est confronté à une grave pénurie de vaccins pour contenir une épidémie de méningite ayant déjà fait 282 morts depuis novembre 2016. C'est le premier sujet de l'actualité internationale. En bref, fait en image, le récit de Luz Bitsa. Touche 15 des 36 États du pays et le territoire de la capitale fédérale Abuja. L'État de Zamfara, où le premier cas a été recensé, et les États voisins de Sokoto et Kebbi sont les plus touchés par l'épidémie. Les autorités nigérianes disent s'activer pour diminuer l'impact de la méningite, mais le type de souche responsable de l'épidémie actuelle n'est pas courante au Nigeria et il y a un stock limité de vaccins dans le monde. Au Burundi, l'opposition vient de changer de stratégie face au président Pierre Nkurunziza. La CNRD, qui fédère une large frange de l'opposition burundaise, enverra une délégation au 18e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est le 6 avril à Arusha en Tanzanie. Ce changement de stratégie survient alors que Charles Nditije a pris la tête de la plateforme le 28 février passé. En République démocratique du Congo, l'ONU vient de renouveler le mandat de la MONUSCO et a modifié le plafond des effectifs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité ce vendredi une réduction du nombre de militaires et de policiers de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Pour les autorités congolaises, cela doit se faire moyennant quelques ajustements. Chez nous, les acteurs de la décentralisation à l'école des droits humains et de la citoyenneté, pendant une semaine, des outils spécifiques leur ont été livrés pour une meilleure gouvernance territoriale. C'était au cours d'un atelier de formation, le compte-rendu de Hamidou Diop. Les droits humains sont des prérogatives tellement importantes reconnues à tout homme que toute autorité devrait en garantir le respect. Les droits de l'homme constituent sans conteste un outil efficace d'analyse du développement. Utiliser ses fondements philosophiques et moraux dans le cadre de la gouvernance locale pour promouvoir le développement à la base exige des compétences cognitives, des attitudes et des habiletés. Faire une formation sur les droits humains revient à revisiter en quoi
ces droits humains sont promus à travers les textes de la décentralisation. Sans les compétences requises, il sera difficile de mettre en œuvre correctement en espérant avoir des résultats de développement. C'est donc vraiment tout le sens qu'on donne à cette session de formation qui adresse une thématique extrêmement importante, les droits humains corrélés à la citoyenneté. Au terme de l'atelier, les participants sont en mesure d'appliquer convenablement les concepts des droits humains dans un espace territorial sous le sceau de la citoyenneté. Aussi, cet atelier leur a permis, au-delà de la meilleure compréhension des enjeux des droits humains, de mieux saisir les interrelations dans le sens d'un développement local durable. Nous comptons renforcer davantage la planification et la budgétisation dans les affaires locales au Sénégal. Ça vient à l'heure où le gouvernement du Sénégal, à travers les réformes de l'acte 3, envisage de mieux renforcer la participation citoyenne, mais surtout l'accès aux droits des citoyens. 20 acteurs territoriaux ont désormais acquis des rudiments méthodologiques et pédagogiques adaptés pour aborder la thématique du droit humain et citoyenneté dans les collectivités territoriales. Les outils qui ont été fournis à travers l'ingénierie de la formation permettent aux différents participants de pouvoir démultiplier convenablement sous le sceau d'une démarche qualité. Et cela nous paraît important si on veut hisser la gestion des collectivités territoriales vers un niveau qualitatif soutenu. Cette session, cofinancée par OSIWA et le PNDL et mise en œuvre par l'ONG ENDA Ecopob, a enregistré la participation du projet GELD et du mouvement citoyen où déjà 75 collectivités territoriales sont enrôlées, une avancée significative dans la promotion des outils de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Rencontre trimestrielle entre la BCEAO et les directeurs régionaux des établissements de crédit du Sénégal. Ces réunions constituent un cadre d'échange autour de l'évolution des activités du secteur bancaire, en particulier dans son rôle majeur d'intermédiation financière. Les précisions de Fanta Badji. Il s'agit au cours de ces réunions périodiques de voir l'évolution de l'activité bancaire, d'en évaluer les contraintes qui se présentent à elle. Mais auparavant, il a d'abord été question de présentation de la situation économique interne. La dynamique haussière du total de bilan des banques a été maintenue avec une progression de 16% en une année. Les banques ont dégagé en matière de bénéfices globalement un chiffre de 63 milliards, la présence des banques sur l'ensemble du territoire national. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 486 agences bancaires en progression de 22,4% en une année. En ce qui concerne le taux de bancarisation, nous avons une progression de 1,4 point de pourcentage à 18,3%. C'est vrai que c'est un chiffre bas comparé à d'autres économies en développement. Il s'avère cependant que le niveau des créances est élevé et il reste en souffrance brute et nette d'après l'administration bancaire. L'autorité a invité les uns et les autres à intensifier les actions pour renforcer les outils de maîtrise des risques. À cet effet, un bureau d'information sur le crédit est mis en place. Nous avons mis en place ce dispositif pour faire de sorte que les banques connaissent désormais chaque client et s'assure que ce client n'a pas de défaut de paiement. Donc c'est une sorte de centrale de base de données où nous recueillons l'engagement de tout un chacun auprès d'une banque et où nous recueillons également les éventuels incidents de paiement. Entre autres points examinés au cours de cette réunion, la dynamisation du marché interbancaire, la mise en œuvre des diligences relatives au plan comptable bancaire révisé, la question des transferts des banques sur l'extérieur exécutés par la BCEAO. L'institution financière attend de cette réunion des actions concrètes à mettre en œuvre pour réglementer les activités de monnaie électronique et de transfert d'argent. La Loterie nationale sénégalaise a remis ce vendredi son chèque de 100 millions de francs CFA à la coopérative d'habitat du collectif des vendeurs de la LONASE. Ce montant est destiné à l'acquisition de logements décents à la force de vente de la LONASE, une politique de la Direction générale de la Loterie nationale sénégalaise visant à matérialiser la vision du chef de l'État en sénégalais en toi. Thierno Diallo.
Consciente du rôle majeur de sa force de vente pour l'atteinte de ses objectifs commerciaux, la Loterie nationale sénégalaise pose sans cesse des actes concrets. Des actes pour motiver davantage ses vendeurs. Comme nous l'avons fait pour les salariés permanents, dans le cadre de leur coopérative d'habitat que nous avons subventionné, nous faisons de la même manière avec les vendeurs. Aujourd'hui, nous avons tenu à subventionner leur coopérative d'habitat en leur octroyant un chèque de 100 millions. Soit dit en passant, c'est le même montant qui avait été attribué aux travailleurs permanents. Leur coopérative également, nous leur avons offert 100 millions de subventions. À travers ce chèque octroyé à la coopérative d'habitat du collectif des vendeurs, la LONASE vise à raffermir le sentiment d'appartenance, la motivation et l'engagement de sa force de vente. Nous sommes également en interne en train de réfléchir pour voir comment les accompagner, comment les recycler, pour que quand ils quittent le service donc de vente des produits de la LONASE, qu'ils puissent faire quelque chose qui puisse générer des revenus leur permettant de vivre décemment. Le geste de la direction générale de la Loterie nationale sénégalaise a été magnifié par le collectif des vendeurs de la LONASE. Aux alentours de 2011, c'est ce même directeur général qui avait commencé à nous rétribuer toutes nos commissions relatives à la mise en place de notre mutuelle de santé. Donc ce deuxième acte qui vient d'être posé montre à suffisance que la responsabilité sociétale d'entreprise de la LONASE est très bien comprise par cette actuelle direction. Ils ne sont pas salariés, certes, mais ils font partie de la famille de la LONASE. C'est pourquoi même quand il y a des fêtes religieuses telles que la Tabaski, la Korité et autres, de la même manière que nous donnons des avances Tabaski pour notre personnel permanent, nous leur accordons également des avances sur leurs commissions à venir. Donc c'est la politique sociale que nous avons initiée. Selon le personnel, la LONASE connaît ses meilleures performances sous l'ère du directeur général Amadou Samba Kane. Tanda, champion de la Côte d'Ivoire, a battu le club ghanéen Wa All Star FC 3-0. La Standa se qualifie ainsi en finale de ce mini-tournoi organisé par Fox Sport TV en collaboration avec l'UFOA de la zone A et B. Les temps forts avec Fatoumata Savané. 3-0. L'AS Tanda, champion en titre de la Côte d'Ivoire, a pris le dessus sur le club ghanéen Wa All Stars, 3-0. Première demi-finale du tournoi des 4 clubs champions d'Afrique de l'Ouest de la zone A et B. La rencontre a été très vite pliée par les jeunes Ivoiriens. Dès la 23e minute, Kofi Cabran Stevens ouvre le score sur cette frappe qui trompe le gardien du club ghanéen. AS Tanda de la Côte d'Ivoire, le champion en titre. Après avoir raté la balle du 2-0, les jeunes joueurs de l'AS Tanda vont se rattraper avec ce but marqué à la 37e minute par